Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette troisième table ronde. On est ensemble pendant 1 heure. On va parler d'une thématique qui est, prévenir la désinsertion professionnelle, un engagement partagé par les salariés, les employeurs et les partenaires. Sur cette, table ronde, l'objectif, il est multiple. Déjà, tout d'abord, vous partagez une culture commune de la prévention de la désinsertion professionnelle. Ensuite, nous allons clarifier le rôle de chaque acteur. Et enfin, vous présentez des actions concrètes et des retours d'expérience. Je m'appelle Christine Lamour, je suis conseillère, en prévention de la désinsertion professionnelle chez PST35 et hop, je suis l'assistant. Ouais, j'ai du mal à il me faudrait une troisième main. Chez PST35, je suis accompagnée aujourd'hui, d'intervenants. Donc je vais passer, la parole au docteur Roxel pour qu'il, se présente et au docteur Perron. Tout d'abord, honneur aux femmes. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Dominique Perron, médecin du travail à PST35 et j'ai une mission sur la prévention de la désinsertion professionnelle pour organiser et animer la prévention de la désinsertion professionnelle au sein de notre SPSTI, donc service de santé au travail de PST35. Et je, Donc moi, je suis le docteur, Rouxel, je suis médecin collaborateur, donc avec, finalement beaucoup moins d'expérience que peut-être une grande partie de l'auditoire, et je fais partie donc de la cellule PDP, du service de prévention BTP 35. Hem, Quelques mots, les services de santé, les services de prévention en santé au travail, quelles sont les missions? Rapidement. donc ouais, je vous représente un peu les missions que sont les nôtres, qui sont inscrites en fait, au code du travail, donc dans la loi, avec 4 missions principales qui sont bien déterminées, avec la surveillance de l'état de santé de nos salariés, la traçabilité et la veille sanitaire, qui est une de nos missions, bien écrite et qui va probablement progresser, notamment avec, les outils métiers qui progressent. Les actions en entreprise, qui sont, à la fois par les médecins du travail, mais aussi par toute l'équipe, pluridisciplinaire et les conseils, que l'on va dispenser à la fois aux employeurs, aux représentants du personnel et aux salariés bien sûr, mais aussi, avec l'ensemble des acteurs avec lesquels on travaille, les acteurs que l'on va détailler, par la suite. Heu, les services de santé et prévention au travail ont une offre socle, heu, 3 points, la prévention des risques professionnels, le suivi individuel de l'état de santé des salariés et le thème qui nous intéresse aujourd'hui, prévenir la désinsertion professionnelle avec, des actions à la fois collectives et individuelles, avec un objectif principal, la prévention. Merci. Avec nous sur cette table ronde, 2 autres intervenantes également. Je vais vous laisser, vous présenter. Juste une petite info, on va dérouler toute, la table ronde et enfin, si vous avez des questions à la toute fin, vous pourrez les poser. On commence par vous, madame Guillou. Donc Coralie Guillou, chargée de mission à l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail et je suis présente, aujourd'hui parce que je suis une des chargées de mission sur la thématique de la préven qui travaille sur la prévention de l'usure et de la désinsertion professionnelle. Parmi, une des thématiques que l'ARACT travaille. La mission de l'ARACT fait partie de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et il y a donc une ARACT par région et le rôle premier de l'ARACT, c'est d'accompagner les TPE, PME pour améliorer les conditions de travail et en même temps d'être, un pôle de ressources pour transmettre tous, nos outils, nos méthodes, nos démarches, auprès des acteurs, tout acteur qui travaille en entreprise ou tout intervenant en entreprise. Notre objet de travail, c'est avant tout le travail. On essaye de voir et on met en discussion le travail. Et pour cela, ben, on l'approche toujours dans une approche, participative et concertée. Donc, les meilleures personnes qui parlent de leur travail, ce sont les salariés et en même temps, mais il faut aussi intégrer les parties prenantes, la direction et les représentants du personnel pour avoir une vision collective, hein, et se donner des ambitions, communes. Donc c'est aussi nos principes en tout cas d'intervention quand on accompagne les entreprises. Pardon. Et en fait, il manque un micro.
Même punition, je vais vous passer la parole. Donc qui êtes-vous? Quelles sont vos missions? Qu'est-ce que vous faites et pour qui vous travaillez? Bonjour à tous, je suis ravie d'être présente. Donc, je suis Hélène Gauthier, je travaille pour le groupe Legendre. Je suis responsable prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, ce projet a été initié il y a maintenant 2 ans à l'initiative des collaborateurs pour avoir une réflexion beaucoup plus globale sur l'accompagnement des collaborateurs qui se retrouvaient en licenciement. Et donc ces discussions ont eu lieu à travers de groupes de travail et d'ateliers participatifs pour mener un projet, d'accompagnement global, à destination de tous nos collaborateurs, quel que soit leur poste et quel que soit leur statut. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Nous allons pouvoir, développer, tout au long de cette table ronde, ce qu'est la prévention de la désinsertion professionnelle. Quelques définitions. Écoute, ça pète. La désinsertion professionnelle, ça correspond à un processus progressif qui peut compromettre la capacité d'un salarié à occuper durablement son emploi. C'est une définition qui est tirée du rapport de l'IGAS 2025. Et ensuite, on a aussi l'usure professionnelle. Donc selon l'ANACT, cela correspond à une altération progressive de la santé, liée à une exposition prolongée, à des contraintes de travail et un impact possible sur le maintien en emploi. Mais de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce que, la désinsertion professionnelle? Qu'est-ce que, l'usure professionnelle? Donc je me tourne, vers vous, madame Guilloux. Pourquoi s'interroger sur les, questions de, prévention de la désinsertion professionnelle? Ce sujet-là, effectivement, il y a au fur et à mesure qu'on avance, on se voit que c'est un sujet quand même qui devient de plus en plus important et pourtant il est ancré, au sein de la société depuis de nombreuses années, mais ça explose maintenant. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a aussi une évolution du profil de la population et oui, la population est vieillissante et dans les projections qu'il y a, ça va pas aller en s'améliorer, puisqu'en 2050, c'est quand même 60 de la population qui aura plus de 50 ans. Donc une population vieillissante, donc ce qui veut dire aussi main-d'œuvre vieillissante. Donc comment on fait aussi pour accompagner et travailler avec, une population vieillissante pour qu'elle reste jusqu'à l'âge de la retraite en bonne santé? C'est quand même l'objectif et qu'elles arrivent à l'âge de la retraite en bonne santé pour qu'elles puissent profiter de leur retraite. En plus de ça, il y a baisse de la natalité, donc la main-d'œuvre, elle est d'autant plus vieillissante, et il y a l'allongement de la vie professionnelle. Donc des critères déjà par rapport à ça et en plus de ça, cette population-là, qui est vieillissante, elle a aussi une mission qui commence à apparaître aussi, qui sont aussi des aidants familiaux, donc c'est des activités supplémentaires aussi. Donc comment on concilie ça et comment on prend en compte aussi ces évolutions de profil de personnes, et de salariés, quand on parle de prévention des insertions professionnelles. Et autre aussi, élément, il y a de plus en plus de maladies chroniques évolutives. On sait que maintenant il y a quasiment, 8 femmes sur 10 qui sont atteintes de, cancer du sein. Enfin, ça on voit en tout cas des fortes évolutions, de déclaration de maladies, chroniques évolutives. 15 des actifs qui se disent être touchés enfin, qui sont touchés par une maladie chronique évolutive. 36 déclarent, avoir une maladie, qui entraîne un problème de santé et puis un autre chiffre, 25 déclarent avoir une limitation de leur activité au quotidien. Donc qui dit ça, dit aussi au travail, des restrictions, des difficultés pour réaliser leur travail. Et on sait aussi que, plus, les arrêts maladie sont longs, plus les risques d'exclusion aussi sont importantes. Donc effectivement, quand on parle de désinsertion professionnelle, il y a quand même un enjeu à agir le plus tôt possible et à agir avant qu'il y ait cette exclusion. Dans la définition que vous avez donnée, il y avait quand même le processus progressif. Qui dit processus progressif dit que en amont, on peut peut-être déjà identifier, repérer des éléments, des indices qui mettent en alerte et qui se disent, «Oui, on peut peut-être agir avant que, l'exclusion soit présente, que ce soit pour une raison de santé ou autre». Et pour cela, il y a des signes qui peuvent être, identifiés, qui sont en lien soit avec l'employabilité, soit avec la santé, soit les 2. Effectivement, il y a déjà des premiers signes de perturbation au niveau du travail, il peut y avoir aussi une perte d'engagement, de la démotivation et ce qui entraîne de l'absence et plus il y a d'absence, plus après
il y a des risques d'exclusion et après au niveau de la santé, oui, il y a l'expression de la douleur qui entraîne des absences, qui après au regard de ces douleurs-là, il peut y avoir des restrictions et on ça peut aller jusqu'à l'inaptitude malheureusement. Donc il y a un fort enjeu d'agir avant que la déclaration d'inaptitude soit déclarée, actée, avant qu'il y ait ces risques d'exclusion. On peut agir en amont. Donc il y a un enjeu d'agir et d'anticiper et donc de prévenir. Et c'est là où nous, on aborde ça aussi avec cette notion d'usure professionnelle où, bah, oui, c'est une altération, progressive de la santé, qu'elle soit mentale ou physique. Et oui, ça c'est lié aussi à une exposition, prolongée, et donc c'est aussi aller interroger le travail pour identifier les causes de ces contraintes. Et au-delà de ça, on voit aussi qu'on peut agir sur différents niveaux. On peut agir au niveau, donc au niveau des causes. L'objectif, c'est donc de limiter les causes et les facteurs de risque. Donc on identifie les situations de travail qui sont sources, de risques et là, on analyse les causes et on agit directement sur ces causes-là. Mais aussi, on peut agir, pour, identifier, reconnaître, et dépister les situations à risque. Et là, on est plus sur, de la projection, de la sensibilisation et de la formation et on a aussi des actions à mener, des actions plus individuelles où on accompagne le salarié au regard de difficultés qu'il rencontre de santé et donc là, on est plus sur des actions de situations avérées où il y a vraiment on est plus dans le curatif. Et donc on se dit que quand on travaille sur la prévention de la désinsertion professionnelle, beh, c'est de travailler sur ces 3 niveaux-là. Sur le fait d'agir pour prévenir, et limiter, les causes et les risques, d'identifier ces causes et ces risques pour agir avant qu'il y ait des répercussions et puis, bah, aussi l'accompagnement individuel. Donc ça veut dire que pour agir et pour prévenir sur la désinsertion professionnelle et pour prendre en compte ces 3 niveaux d'accompagnement, bah, ça demande aussi, un système d'acteurs qui est ressource et complémentaire pour accompagner sur ces 3 niveaux-là. Merci. Donc on comprend bien que, c'est ça prend du temps, en fait, ça se joue, à plusieurs niveaux. Ouais. Donc, comment dire? Le bien-être au travail se joue directement au sein, de l'entreprise. Donc, quand on parle de prévention de la désinsertion professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est une notion qui est apparue à partir des années 2000, dans l'émission de l'assurance, maladie et des services de santé au travail. Ensuite, c'est, destiné à repérer le plus en amont et le plus précocement possible, les risques de désinsertion professionnelle. La prévention de la désinsertion pro, communément appelée la PDP, c'est mettre en place des dispositifs permettant d'éviter justement cette désinsertion, professionnelle et puis, maintenir en emploi un travailleur ou favoriser son retour en emploi. Toujours, des notions qui, sont, tirées du rapport de l'IGAS, 2025. Pour prévenir, il faut repérer. Le tout est de savoir comment, on peut repérer des situations à risque. Et pourquoi? À quoi ça sert? Madame Guillou, est-ce que vous pouvez, nous dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le repérage? Quels sont les outils qui existent et qui peuvent être utilisés, directement, par les entreprises? Bah, ce qui est intéressant et un outil qu'on aime bien utiliser, et qui, existe quand même dont l'entreprise a quand même déjà des données. Donc on part vraiment de ce qui existe déjà au sein de l'entreprise et c'est, les données sociales qui permet de faire un diagnostic de sa population, à l'instant T, mais même sur plusieurs années. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est aussi d'avoir cette projection sur plusieurs années, puisque c'est ce qui permet aussi d'avoir cette vision de parcours où on sait que, quand on agit sur, l'usure professionnelle, on a un objectif aussi de travailler sur plusieurs années pour proposer un parcours pour pouvoir, accompagner, les salariés sur du long terme. Et donc cet outil-là, l'analyse des données sociales,
C'est un outil qui permet d'aller, identifier au travers de différents indicateurs, quel type, de salarié est présent dans l'entreprise. Et pour cela, il y a des indicateurs qui sont en lien avec la santé, il y a des indicateurs qui sont en lien avec le salarié et puis même avec la formation. Salarié, l'âge, l'ancienneté, le métier, la sa date d'arrivée, dans l'entreprise, santé, tout ce qui est les éléments, accident du travail, maladie professionnelle, restriction d'aptitude, enfin et ça, l'entreprise, elle a ces connaissances de ces éléments-là. Mais après, c'est comment est-ce qu'elle les utilise pour et quel rapprochement elle fait aussi pour avec le travail. La, mmh La manière dont nous, on aime bien utiliser l'analyse des données sociales, c'est justement aller interroger ces indicateurs-là, mais après le rapprocher avec le travail. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un métier dans lequel il y a le plus d'accidents du travail? Est-ce qu'il y a un métier où il y a le plus de maladies professionnelles? Est-ce qu'il y a un secteur en particulier? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge en particulier où ça apparaît? Et ça permet comme ça d'identifier un périmètre où parce que c'est quand même difficile d'agir sur toute l'entreprise. Mais déjà d'identifier un périmètre qui permet de dire: «Tiens, on va aller interroger peut-être ce métier-là plus précisément pour comprendre dans quel environnement il travaille et comprendre les difficultés qu'il rencontre pour expliquer peut-être ses causes d'augmentation, d'absentéisme» et donc c'est un outil qui permet déjà de se mettre en alerte et de repérer les premiers signes de désinsertion professionnelle, le risque de désinsertion professionnelle. Merci. Bah, Heu, justement, on m'a parlé du repérage, du risque. Comment ça peut se traduire au sein de l'entreprise? Je me tourne vers vous, madame Gauthier. Du coup, comment est-ce que vous pouvez utiliser ces données sociales? À quoi ça sert et qu'est-ce que, vous pouvez comment vous faites pour sensibiliser, les équipes, à la prévention de la désinsertion professionnelle? Merci. Donc, la donnée, vous l'avez tous en entreprise, hein, on ne l'invente pas. On s'appuie simplement sur ces éléments pour analyser et donner une belle orientation. Donc moi, effectivement, lorsque j'ai, pris, ce poste, j'ai, procédé, par un diagnostic tout simplement de la donnée sociale qu'on a nous, transcrit dans un rapport BI qui peut tout à fait se faire à travers un bon tableau Excel pour aller capitaliser les différentes sources de données afin d'avoir des données probantes et d'agir ensuite dans une démarche de promotion de la santé. Donc on avait 3 données probantes, une partie, comme l'a dit, tout à l'heure, madame Guillou, plutôt structurelle. Donc on a fait une analyse des métiers, hein, très rapide, on a regardé les métiers à risque, les métiers concernés. On a bien évidemment mis en corrélation la pyramide des âges et ce pour toutes les agences, du groupe Legendre, afin d'avoir une cartographie et de savoir de quoi nous parlions quand on avait décidé de mettre en place la démarche de prévention, pardon, de la désinsertion professionnelle. Et puis, bien évidemment, les, données contextuelles, donc l'analyse, des accidents du travail, la maladie professionnelle ou la maladie. Donc, dans notre groupe, nous avons constaté, que finalement les personnes concernées étaient plutôt sur de l'arrêt maladie longue durée que sur l'accidentologie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un secteur d'activité où la sécurité est discutée et bien, on va dire, gérée, avec notre culture sécurité. Pour autant, la notion de santé, la notion de prendre soin de soi, dans notre secteur d'activité, c'était pas forcément évident. Donc l'idée était d'aller capitaliser ces données et puis, d'en faire, comme je le disais, une analyse et enfin, on a repris les éléments sur la partie RH, notamment les entretiens professionnels, parce que vous avez des retours intéressants, des échanges avec les managers et leurs collaborateurs et qu'il faut s'appuyer sur ces éléments-là, notamment les besoins en formation, pour agir dans une vraie démarche d'orientation de carrière professionnelle. Voilà, donc cette première partie est très importante, plutôt que d'aller sur des situations individuelles, hein. La démarche de la prévention de désinsertion est d'aller vers une démarche collective pour, aller vraiment dans une démarche de prévention. Donc sur la partie, données analyse, on a ensuite, lorsqu'on a, j'ai expérimenté les premiers accompagnements au sein du groupe Legendre, j'ai pu, définir un process, hein, pour, être, dans une démarche, on va dire, logique et puis, avec une détection
Donc nous, notre jalon, nous avons mis un jalon à 40 jours d'arrêt pour les personnes concernées, et puis nous avons mis en place une fiche de détection pour permettre à tout collaborateur et au manager de proximité de signaler, avec l'accord du collaborateur bien évidemment, des situations potentiellement à risque. Donc la partie sensibilisation, moi j'ai mené donc j'ai expérimenté comme je l'ai dit et j'ai présenté à toutes les agences et toutes les directions d'agences le process d'accompagnement et la fiche de signalement interne que nous avions, mis en place. Et puis bien évidemment, comme je disais que parler sécurité était très simple dans notre secteur d'activité, je les ai aussi sensibilisés à la démarche de comment parler, comment prendre soin de ses collaborateurs, comment, être vigilant sur les signaux faibles, voilà, baisse de motivation comme, tu le disais, comportement à risque, voilà, donc c'est des sujets qui ne sont pas forcément discutés. Moi, les retours que j'avais, des managers, c'est: «Bah, moi, il est absent, il est malade, mais je ne vais pas le contacter, je ne vais pas le déranger». Je ne peux pas l'appeler. Donc voilà, on sent que les managers de proximité sont parfois, on va dire, pas forcément à l'aise pour parler du sujet. Donc là, vraiment la phase de sensibilisation permet de déconstruire et de rassurer parfois des pratiques qui sont quand même aussi, plutôt, bien faites. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de se faire rencontrer, c'est les on va dire les personnes concernées avec des difficultés de santé et les managers qui ne sont pas forcément toujours très à l'aise pour parler de ces sujets. Et puis, avec une orientation vraiment de parcours métier, puisque nous, l'idée, c'est une démarche où l'on souhaite fidéliser nos collaborateurs, où l'on souhaite garder les compétences en interne et s'appuyer sur nos experts métiers. Donc, c'est une démarche que l'on souhaite, on va dire, positionner comme une démarche, on va dire, innovante, mais qui permet de se projeter, si, toutefois on ne peut plus ou on a des restrictions sur un métier. L'idée, c'est de pas de sortir du groupe, mais c'est de se réagir et on va dire, d'intervenir en amont pour, favoriser, les, parcours métiers. Voilà. Et puis, bien évidemment, la troisième phase, l'accompagnement des collaborateurs se fait. Ce qu'il faut retenir, se fait pas nécessairement que sur le public qui est en arrêt, mais se fait aussi sur des personnes qui auraient des besoins, qui auraient des demandes spécifiques et qui auraient besoin d'être accompagnées. Les dispositifs, bien évidemment, nous avons mis en place nos propres dispositifs, mais nous sommes aussi appuyés sur les dispositifs existants, des différents partenaires qui sont présents, notamment le Patifre aussi. Et bien évidemment, toute cette démarche ne peut pas se faire seule et au sein de l'entreprise, même si, c'est intéressant et important d'avoir, dans cette démarche, on ne pouvait pas faire sans la direction. C'est-à-dire que pour embarquer les collaborateurs du groupe, il faut bien évidemment avoir une démarche qui soit, portée par, les dirigeants d'entreprise. Ça me paraît tellement évident qu'il faut quand même le souligner. Et puis, je vous laisse madame Lamour faire peut-être le Hem, vous nous avez parlé de ce qui est fait au sein de votre entreprise. On a parlé des partenaires, mais quels sont vos interlocuteurs, avec qui, vous avez du lien en matière de prévention de la désinsertion professionnelle? Alors forcément, hein, tous les services de santé, tous les préventeurs de des services de médecine du travail, hein, pas que le médecin, mais effectivement toute l'équipe pluridisciplinaire qui a été, nommée tout à l'heure. C'est très important de travailler, se tenir informé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a nous des signalements internes, on a des personnes concernées, mais je pense qu'on peut pas faire sans vous et ça, c'est important de le redire aujourd'hui et puis bien évidemment tous les partenaires que sont la GFIP, le Cap Emploi, les transitions pro pour, voilà les différents dispositifs que l'on peut mobiliser. Merci. Justement, quand on parle de lien, je vais donner, la parole, aux médecins du travail. Comment ça se passe le repérage, de la désinsertion professionnelle, par les services, de prévention, en santé au travail? Alors effectivement, on a parlé du repérage, dans l'entreprise, donc avec des outils de l'entreprise. Heu en santé au travail, c'est le suivi individuel de l'état de santé qui va permettre ce repérage. Ce n'est pas simplement répondre à une obligation réglementaire que de passer une visite de santé au travail. L'intérêt de ce suivi individuel, c'est de repérer précocement, des situations à risque. Un salarié avec des difficultés de santé qui compromet son maintien en poste ou son maintien en emploi peut être repéré lors de types de visites, que ce soit la visite d'embauche, les visites périodiques, les visites, de mi-carrière ou les visites à la demande du salarié ou à la visite à la demande de l'employeur. Visites que
probablement que tout le monde ne connaît pas, mais je fais un petit focus sur ces visites parce qu'elles sont intéressantes, parce que souvent les employeurs, ne la connaissent pas et pourtant, peuvent repérer des signaux faibles en entreprise et c'est le moyen éventuellement d'interpeller le médecin du travail, votre médecin du travail sur l'idée qu'il y a une problématique de travail et de santé. Effectivement, un employeur ne peut pas, s'engager sur la question de la santé, mais peut bien entendu, orienter son salarié vers le médecin du travail en dehors des visites périodiques. Donc, ces visites permettent de détecter effectivement des signaux d'alerte qui peuvent être liés à l'usure professionnelle ou à des maladies chroniques, hein. Aujourd'hui, on l'a rappelé, les maladies, chroniques, augmentent. Bien entendu, les traitements permettent le retour au travail de ces patients, atteints de maladies chroniques et tant mieux. Aujourd'hui, on a tout un public qui revient au travail après des cancers, donc tout ça fait qu'effectivement, cette population a besoin d'être accompagnée. Donc ce suivi médical lors des visites de reprise du travail permet aussi de proposer aux salariés repérés éventuellement un aménagement de poste, mais pas que, ou un accompagnement plus large si son retour au poste n'est pas possible. Je fais également un focus éventuellement sur la visite de pré-reprise qui est une visite qui n'est pas à l'initiative de l'employeur, mais qui est une visite de pré-reprise qui peut être proposée, donc enfin qui peut être sollicitée pardon, par le salarié ou par son médecin de soins pendant l'arrêt de travail pour justement préparer sa reprise professionnelle. Je rebondis sur l'idée des arrêts maladie. Aujourd'hui, les données sociales disent qu'un arrêt de travail de plus de 6 mois, un salarié sur 2 ne reprend pas son poste de travail. Pour vous dire que plus l'arrêt est long, plus c'est un signal d'alerte qu'il faut se préoccuper. C'est pour ça que la visite pendant l'arrêt de travail est vraiment un outil qu'il faut mobiliser au plus tôt parce que on va déjà repérer et à ce moment-là, quand on repère, on peut accompagner. Mais, un service de santé au travail ne fait pas que des suivis individuels de l'état de santé. Le repérage peut se faire aussi lors des actions au milieu du travail, que ce soit, c'est la slide suivante, je pense. Lors de l'analyse des postes de travail par l'ensemble des professionnels, hein, du service de santé au travail, on peut faire du repérage lors des études de poste, hein, puisque là, on va aller repérer les situations de travail qui peuvent être très contraignantes pour les salariés et auquel cas on peut mettre en place et accompagner l'entreprise sur l'amélioration des conditions de travail. On peut également faire des actions qui sont des actions de mesure de l'environnement de travail lors de la métrologie, mais également accompagner l'entreprise pour la mise à jour de son document unique d'évaluation des risques et également lors de la réalisation de la fiche d'entreprise. C'est toute la partie conseil d'un service de santé au travail qui peut apporter effectivement de l'expertise, même sur ce sujet de la désinsertion professionnelle, lors pendant ces actions de milieu au travail. Merci. Alors on voit, on a désormais une vision, un peu globale de ce qui se passe au sein des, services de prévention en santé au travail. Mais on peut quand même, repérer directement au sein, de l'entreprise, en interne, certains signaux. Je vais laisser, madame Guillou, nous parler, de ces différents, signaux qui existent et quel est, l'impact que peut avoir, un repérage. Effectivement, au sein d'une entreprise, il y a des signaux, on a commencé déjà à en parler avec, voilà, est-ce qu'il y a des problèmes de santé? Est-ce qu'il y a de la démotivation? Est-ce que, il y a, du conflit, des tensions au sein d'une entreprise? Est-ce qu'il y a de plus en plus de retard? Ou encore, est-ce qu'il y a une désorganisation dans le travail? Ça, c'est des éléments qui peuvent être repérés au sein d'une entreprise, mais l'inconvénient, c'est que, comment est-ce qu'après ils sont mis en discussion pour les comprendre et comprendre les causes? Et comment est-ce qu'on fait le lien aussi avec, les répercussions sur l'individu, sur le collectif et sur le travail? C'est aussi, est-ce que bon, de temps en temps, on peut entendre retard, bah, c'est parce qu'il a eu ses enfants, à déposer, ouais, mais il y a quand même des répercussions sur le travail et en même temps, c'est peut-être pas que ça la problématique. C'est peut-être pas que les enfants qui sont un effet externe. Il y a peut-être aussi au sein de l'organisation, au sein du travail, il y a peut-être quelque chose qui est pas compatible ou en tout cas qui fait qu'il y a du retard ou des absences répétées. Et c'est ça qu'il faudrait aller interroger derrière. C'est au-delà de ces signaux faibles, ben, quelles sont les conditions de travail qui fait qu'il puisse y avoir de l'absence, du retard et surtout les répercussions que ça peut avoir sur l'individu, le collectif et le travail. Et à ce moment-là, c'est aussi aller interroger le travail en tant que tel et se dire, bah, est-ce qu'il y a toujours ce sentiment d'être utile? Et là, ben, le salarié et les salariés peuvent, à ce moment-là,
mettre en avant des éléments en lien avec, la motivation. Est-ce qu'il est apprenant? Et là, le fait de toujours apprendre aussi peut mettre aussi en réflexion cette notion de parcours métier au sein d'une entreprise pour, dire: «Bah, oui, là, je commence un peu à m'ennuyer, comment je me projette?» Est-ce que j'ai aussi la marge de manœuvre? Est-ce que je maîtrise aussi ce que je peux faire? Donc il y a différentes, valeurs comme ça et notions qui peuvent être interrogées dans le travail pour permettre à un individu de pouvoir se projeter, mais également d'aller interroger aussi le collectif. Parce que si un individu est en difficulté, bah, peut-être aussi que le collectif est en difficulté. Et si le collectif est en difficulté, beh, il y a peut-être une question à poser sur la manière dont est réalisé le travail et sur l'organisation du travail. Et donc tous ces signaux-là peuvent déjà être mis en alerte, mais c'est souvent on les observe ces signaux, mais on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment les mettre en discussion. Donc, nous voyons bien que, tout se joue, dans l'entreprise et l'entreprise joue un rôle, central dans la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, pour conclure un peu, cette partie, de repérage, en fait, l'idée, c'est de pouvoir identifier, les situations à risque, d'échanger avec le salarié, heu, de pouvoir mobiliser les acteurs directement en interne, dans l'entreprise, mais également les acteurs externes. C'est important aussi de pouvoir, travailler en proximité avec le service de prévention en santé au travail, et puis, la prévention de la désinsertion professionnelle s'inscrit dans une logique collective et structurée. C'est pas une démarche isolée. Tout commence directement, dans l'entreprise, sur le poste de travail. À travers le repérage, des signaux faibles, vous pouvez identifier, des situations à risque, faire le lien avec le service de santé au travail. Mais en fait, comment ça se passe? Comment accompagner au mieux les salariés? Je me tourne vers vous, madame Gauthier. Au sein du groupe Legendre, qu'est-ce qui est mis en place, pour un salarié qui est en poste et comment vous accompagnez, vos salariés sur le risque de, la désinsertion professionnelle? Une fois le process connu et maîtrisé de tous, nous accompagnons les collaborateurs concernés. Donc là, je vais faire le focus sur 2 accompagnements, spécifiques, et différents. Donc voilà, le parcours, il se jalonne d'événements, hein, d'événements personnels, d'événements de la vie privée, d'événements, liés au travail. Voilà pourquoi j'ai voulu représenter ce chemin de vie professionnelle. Donc, illustration concrète de 2 exemples d'accompagnement. Donc comme je disais, première personne en détection, donc détectée par, cette fiche de signalement. Alors le mot, le terme est peut-être pas en tous les cas, très joli, mais ça peut être en tous les cas, nous, ça nous parlait bien. Dans cette fiche-là, bien évidemment avec, accord du collaborateur, hein, je le précise, on le sent effectivement, fatigué, fatigable, augmentation des restrictions, donc effectivement risque potentiel sur son poste actuel. Donc afin d'éviter des arrêts multiples, on a échangé et rencontré, cette personne. Et cette personne a fait un conseil en évolution professionnelle pour se projeter, parce que l'entreprise ne doit pas donner non plus une idée toute faite de métier, hein, bien évidemment. Le collaborateur doit se rendre acteur de son parcours professionnel. Donc c'est aussi le message que l'on fait passer et puis, une fois son CEP fait et les projections métiers identifiées, bien évidemment en accord avec le médecin du travail, parce qu'il ne s'agirait pas de trouver un autre métier pour lequel il y aurait des nouvelles difficultés, de santé à son poste. Et une fois cet accord, obtenu, nous avons réalisé une immersion en interne, pardon, sur un autre métier du groupe. C'est vrai que nous avons l'avantage d'avoir différentes activités, donc différents métiers, mais tout est possible. Il s'agit juste de pouvoir se donner les moyens de créer des passerelles internes. Donc immersion métier réalisée, voilà, une personne qui a changé de poste, qui est restée au sein du groupe Legendre, bien évidemment, mais sur un tout autre métier avec beaucoup plus de polyvalence d'activités, avec des déplacements, de chantier à chantier pour faire justement ce qu'on appelle nous, chez nous, le service Presta-Élec, donc la mise en place de base vie sur chantier et le repli des bases vie à la fin du chantier, donc avec toute la mise en place, de l'électricité, de la plomberie et cetera, sur chantier. Donc voilà, opération plutôt satisfaisante à la fois pour le collaborateur, pardon,
Et puis pour nous, les équipes, parce que, bah, voilà, on a effectivement échangé avec le référent RH, on s'est repositionné sur les métiers, donc vraiment avec une vision, parcours métier et puis, passerelle possible avec les différents managers. Et puis bien évidemment, voilà, on a fait des propositions à ce collaborateur et c'est lui qui, in fine, a choisi, son parcours. Deuxième illustration, pour ne pas trop, voilà, prendre de temps, une personne en arrêt. Donc personne en arrêt, donc nous on a mis, hein, le jalon à 40 jours. Voilà, 40 jours parce qu'on se dit qu'effectivement, s'il y a plus de 40 jours, que potentiellement c'est un sujet de santé avéré qu'il faut en tous les cas regarder de près. Alors, il faut garder le contact avec le collaborateur. Bien souvent, les personnes que je rencontre me disent, «Ben, vous savez, j'attendais un contact de l'entreprise». Alors le manager me dit: «J'ose pas le déranger parce qu'il est en arrêt». Donc vous voyez, il faut trouver des chemins où on se rencontre et le rendez-vous de liaison, ça peut donner une information essentielle, à la fois pour prendre contact avec son collaborateur, mais aussi, pour se tenir informé de sa situation. On ne sait pas ce qu'il vit, on n'est pas chez lui au quotidien. Donc cet outil est très, on va dire très utile. On vous l'expliquera tout à l'heure, hein, bien évidemment. Et en tous les cas, donc ce collaborateur a eu une étude de son poste, et une reprise a été faite, avec une fiche de poste adaptée, bien évidemment, à travers un essai encadré. Donc je ne vais pas vous faire peur avec les dispositifs, mais sachez qu'un collaborateur en arrêt, quel qu'il soit, arrêt maladie ou maladie pro ou accident du travail, peut reprendre, et tester un nouveau métier ou parfois même tester son propre, poste avec des aménagements dans le cadre d'un essai. Donc voilà, ça a conclu sur un temps partiel, thérapeutique, pour cette personne en l'occurrence. Mais voilà, en tous les cas, ça lui a surtout, permis de reprendre le chemin du travail et ça a évité, voilà, la déshérence parce qu'effectivement, si on perd le contact, si on quitte son boulot, moi j'ai des collaborateurs et des compagnons qui m'ont dit: «Moi, ma vie, c'est le chantier, mon boulot, c'est hyper important, mes collègues sont mes amis». Donc c'est sûr que quand on se retrouve chez soi, on n'a pas, voilà, on n'a pas demandé, hein, donc c'est important. Alors toute cette démarche, oula, on est parti de mon petit, chemin de vie professionnel. Donc toute cette démarche, en fait, pour que vous ayez l'essentiel, tout peut se faire dans n'importe quelle entreprise. Il s'agit juste de réfléchir autrement, d'avoir des temps de rencontre et des temps de discussion sur le travail qui me paraissent essentiels, le travail prescrit et le travail réel, voilà, c'est des choses qui parfois sont importantes à questionner, mais on ne peut pas le faire sans l'accord, du dialogue social et surtout des représentants du CSE. On n'en a pas forcément beaucoup parlé et pour moi, c'est important, de les inclure dans cette démarche, dans tout projet, que l'on souhaite mener avec, bien évidemment les collaborateurs que l'on accompagne. On informe également nos représentants, pour, expliquer aussi les différents postes qu'on propose, qu'on fait tester et surtout informer sur les dispositifs qui sont à notre main. Voilà, donc bah, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Donc vous avez parlé du rendez-vous de liaison. C'est vrai qu'il y a des informations qui sont importantes à pouvoir transmettre aux salariés, des informations utiles, lorsque le salarié est en arrêt, comme notamment, les coordonnées, du médecin du travail, et puis, de la cellule, PDP, prévention de la désinsertion professionnelle, les coordonnées de l'assurance maladie, du service social d'entreprise, et puis, du référent handicap. Donc ça, c'est des informations utiles qui peuvent être, transmises. Donc on voit bien que au sein de votre, entreprise, le groupe Legendre, vous avez su mettre en place un accompagnement, du risque de la désinsertion, professionnelle pour vos salariés. C'est pas forcément le cas pour toutes les entreprises. Du coup, je me tourne vers vous, docteur Rouxel. Est-ce que vous pouvez, nous expliquer en fait, quelles sont les spécificités, du service de santé au travail et qu'est-ce qu'on y trouve? Bah, un des messages, vraiment importants sur lequel je voudrais revenir, c'est ce qu'avait dit, docteur Perron tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même bien identifier que 50 des gens qui sont plus de 6 mois en arrêt, ils reprennent pas. Et ça, c'est quand même un chiffre, vraiment important qui fait que c'est une mobilisation collective. Sur cette slide, vous allez voir l'organisation de notre service, mais c'est le collectif, en fait, qui est important et l'employeur, le salarié aussi, sans le salarié, on peut rien faire et bah, évidemment tous les autres acteurs, et dont nous, en tant que service de santé de prévention. Et bah, vous comprenez bien à travers cette slide que, bah, c'est plus le médecin du travail tout seul qui fait, hein, c'est bien une équipe, pluridisciplinaire,
avec, l'ensemble, alors en plus cette slide elle est intéressante, mais elle s'enrichit, de plus en plus parce qu'on a besoin de compétences, de plus en plus diverses et variées. Les conseillers PDP, c'est quand même un poste nouveau, hein, qui vient d'arriver, qui a été un peu acté par, la loi 2021. Et on voit aussi des services de santé au travail qui s'enrichissent d'autres compétences. Je pensais notamment à Nantes où ils sont enrichis de psychotechniciens pour faire des tests psychotechniques. Ils nous ont présenté ça à la dernière réunion, qu'on avait eue, à Saint-Malo là, je sais plus, excuse-moi, j'ai mangé le nom. Donc voilà, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire et le médecin du travail coordonne, mais on a besoin des compétences, diverses et variées. Je vais laisser la parole à Dominique pour qu'elle nous présente un peu, ce qu'il y a au sein du service de PST 35, sur ce domaine. Alors, en effet, on voit bien que dans les services de prévention santé au travail, heu, peuvent accompagner les entreprises à divers niveaux, tant sur le suivi individuel de l'état de santé que sur l'approche collective, mais également avec des accompagnements, spécifiques par les professionnels sur les, divers métiers que l'on vient de voir. Un focus sur, la PDP et le maintien en emploi. Quelles sont les missions de la cellule de prévention, de la désinsertion professionnelle? Alors, depuis la loi santé-travail d'août 2021, les services de prévention et de santé au travail ont eu l'obligation de développer une offre de services de la prévention de la désinsertion professionnelle pour leurs adhérents. On voit bien, le groupe Legendre a illustré l'intérêt d'avoir, éventuellement une compétence en interne au regard du tissu économique de nos départements TPE-PME. Il s'agit effectivement de vous offrir, une offre qui est au sein de vos SPSTI. Cette offre se traduit par la mise en place au sein de notre organisation d'une instance pluridisciplinaire qui va s'appeler cellule PDP. Cette cellule PDP fait appel aux compétences métiers du service de prévention de santé au travail, à savoir médecin, ergonome, psychologue du travail, conseiller PDP, mais services sociaux du travail, assistants sociaux en fonction des organisations propres de chaque SPSTI. Vous allez avoir une équipe pluridisciplinaire qui a pour objet de rechercher ensemble des moyens d'accompagnement des salariés que l'on a repérés. Les salariés repérés qui ont des difficultés de santé pour lesquels se pose la question du maintien en emploi de façon durable. Donc en fait, l'idée c'est de proposer à ces salariés repérés et aux entreprises un service qu'on appellera la cellule PDP afin d'accompagner ces salariés. Cette cellule, elle est organisée de façon, différente en fonction du SPSTI. Je ne vais pas faire ici la promotion simplement de la cellule PDP de PST 35 parce que vous pouvez avoir une organisation différente et en tout cas, dans chaque SPSTI, vous devrez trouver une compétence pluridisciplinaire sur ce sujet-là. Cet accompagnement ne peut se faire qu'avec le consentement du salarié. C'est-à-dire qu'un salarié doit être acteur de son parcours. Il s'agit de proposer en fait des dispositifs mobilisables par rapport à la singularité de sa situation afin de rester dans l'emploi. Cette cellule, pour bien fonctionner, elle a donc une compétence pluridisciplinaire interne et elle peut mobiliser des acteurs du maintien en emploi sur le territoire 35 par exemple et faire appel à différents dispositifs. La diversité, et on les voit ici, des acteurs et des dispositifs nécessite vraiment une réelle expertise pluridisciplinaire. Il s'agit bien entendu de ne pas mobiliser tous ses partenaires pour chaque situation, mais de trouver, au moment où on prend en charge cette situation, les partenaires les plus pertinents afin de répondre au mieux à la situation singulière du salarié. Donc en fait, on a des partenaires qui sont présents dans la salle avec qui on collabore. En tout cas, pour nous, PST 35, on sollicite l'ensemble de ces partenaires en fonction des situations. C'est donc cette cellule PDP et peut-être cette loi santé-travail a permis vraiment un travail de coordination et de partenariat dans l'intérêt, effectivement, de prévenir la désinsertion professionnelle au regard des situations démographiques demain, des maladies chroniques et de la durée des arrêts de travail. Cette cellule PDP aussi a un rôle de conseil auprès des entreprises. Donc, l'idée, c'est d'accompagner de façon collective et d'informer de façon collective les entreprises adhérentes.
Bien entendu, cette offre PDP fait partie de la cotisation et donc elle est gratuite pour les salariés et pour l'entreprise. Merci. Il est important de comprendre effectivement que l'accompagnement du risque de désinsertion professionnelle ne peut pas se faire seul. Donc là, c'est la roue des partenaires. Heu, Ils sont peut-être pas évidemment tous, notés dessus, hem, mais sachez qu'il y a un maillage partenarial qui est fait par, les cellules, de prévention en désinsertion professionnelle et l'idée, c'est de pouvoir travailler, hem, de manière conjointe avec les différents, partenaires du territoire. Pour prévenir, il faut agir le plus précocement possible ensemble pour maintenir, en emploi les salariés et permettre de, sécuriser, leur retour, au travail. Il existe un certain nombre, d'acteurs, d'outils et mis à disposition, des employeurs. Hem, Julien qui passe. OK. Donc, on vous a distribué un flyer, sur lequel vous allez retrouver, un QR code. Donc c'est un flyer qui, quand vous flashez le QR code, vous arrivez sur un document PDF qui contient un certain nombre de liens, sur lesquels vous allez avoir les différents, acteurs, de la PDP, mais également, donc on va retrouver les services de prévention santé au travail, l'assurance maladie, le Cap emploi, la GFIP, la Ligue contre le cancer et cetera. Les différents types, de visites, qui existent, les différents types de dispositifs. Et puis, d'autres outils qui peuvent être, utiles, en matière d'accompagnement, des salariés et des employeurs. Donc, n'hésitez pas à flasher, le QR code. Il est aussi disponible, là, si vous n'avez pas eu, le document. On va le laisser là sur le pupitre, donc n'hésitez pas à vous servir. Je remercie, tout le monde, pour, les intervenants pour cette, table ronde et je vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, nous les poser. Je vais juste, conclure parce que sur les dispositifs, on a fait le choix, délibéré de ne pas présenter les dispositifs mobilisables parce qu'ils sont nombreux, vous l'avez vu et donc le sujet, c'était plutôt de voir comment on pouvait coordonner et travailler ensemble. Donc si vous avez des questions sur les dispositifs, ils sont bien entendu, donc il y a des dispositifs de droit commun pour l'ensemble des salariés, il y a des dispositifs spécifiques, du handicap. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi, et sont cités ici, nos partenaires essentiels. Donc, sur toutes les questions un peu techniques, vous pouvez, vous baser sur ce flyer ou revenir vers nous, ou revenir vers votre médecin du travail ou votre service de santé au travail pour répondre à toute question. Eh ben, écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère qu'on a pu, vous apporter un certain nombre de réponses. N'hésitez pas à nous contacter. On vous laisse les flyers, pour, le QR code, mais on vous laisse également, les flyers, de la cellule, PDP PST 35. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Merci aux intervenants également et aux médecins du travail. Merci.